Monsieur le Premier ministre, j'associe à mes propos Antoine Vermorel-Marquez, député LR, avec qui nous portons le sujet de manière transpartisane, mes collègues socialistes ici présents, et je pense que de nombreux collègues se retrouveront également dans la démarche. Aujourd'hui marque les 20 ans de la loi de 2005 sur le handicap. Ce n'est pas un anniversaire à célébrer, mais le rappel d'une promesse républicaine non tenue. Sur l'accessibilité, l'emploi, la scolarisation, 20 ans après, nous ne sommes pas encore au rendez-vous. Résultat, le handicap reste un motif majeur de discrimination. C'est tout simplement la première cause de saisine du défenseur des droits. Aujourd'hui, notre proposition est simple. Soyons à la hauteur de l'enjeu, ouvrons une nouvelle méthode de travail. Elle est attendue par les 12 millions de personnes en situation de handicap et les 9 millions d'aidants. Rassemblons l'Assemblée, le Sénat ainsi que les ministres concernés et fixons une échéance claire d'ici cet été, une méthode précise pour travailler collectivement des axes de progrès. Ils sont nombreux. On peut les puiser dans les initiatives parlementaires, bien sûr, mais aussi dans le travail incroyable mené par les associations. Actons nos désaccords sans acrimonie et trouvons surtout des solutions majoritaires et concrètes. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à vous engager aujourd'hui, sur la base de l'article 48 de la Constitution, à partager avec le Parlement votre temps gouvernemental sur ce sujet? Ce chemin est le seul à même d'embrasser véritablement le sujet pour faire du handicap une grande cause, oui, une grande cause de ce premier semestre et travailler sereinement et sérieusement un texte de progrès. L'urgence l'impose, le moment l'exige, mais seule une volonté commune entre l'Assemblée et votre gouvernement le permettra. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre en charge des personnes handicapées. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le député Saint-Pastor et merci à Monsieur le député Vermorel, à tous les deux pour votre proposition et aussi pour votre engagement sur cette question majeure qui est celle du handicap. Vous l'avez rappelé, c'est aujourd'hui l'anniversaire des 20 ans de la loi portée par Jacques Chirac en 2005 pour véritablement donner une place pleine et entière à nos concitoyens qui sont en situation de handicap. Cet anniversaire, il nous oblige à en faire le bilan de façon objective, de façon lucide. Et aujourd'hui, je crois que ce que l'on peut dire, et c'est ce que nous disent aussi les associations, Monsieur le député, c'est que nous sommes au milieu du gué. Nous avons beaucoup accéléré depuis 2017. Il faut maintenant que nous continuions à accélérer pour pouvoir atteindre pleinement les objectifs qui étaient ceux de cette loi. Deux choses sont possibles maintenant. D'abord, vous attendez l'engagement du gouvernement, c'est ce que vous avez évoqué. Et je voudrais rappeler que Monsieur le Premier ministre, dans son discours de politique générale, a tout de suite annoncé son souhait qu'il y ait un comité interministériel du handicap très vite. Ce comité, il aura lieu le 6 mars et nous avons souhaité qu'il soit le 6 mars pour pouvoir s'inscrire très vite dans cette étape qui est la nôtre aujourd'hui, qui est celle du bilan de cette loi. Nous allons pouvoir nous appuyer sur les travaux du CNCPH, sur les travaux du collectif handicap et évidemment sur les travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat qui sont en cours pour pouvoir continuer à nous engager. Lors du CEH, l'ensemble des ministres auront dans leur feuille de route un temps véritablement dédié à des engagements pour le handicap. Et puis, Monsieur le député, vous proposez qu'il y ait un changement de méthode, un travail de co-construction législatif. Et moi, je souhaite saisir la balle au bond que vous proposez. Je crois que vous avez raison, le sujet et le temps l'imposent. De nombreuses propositions appelleront à des évolutions législatives, même si on peut dire que les associations attendent surtout l'effectivité de la loi. Mais oui, nous pouvons continuer à travailler ensemble, collectivement. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Monsieur le député, allez-y. Merci Madame la Ministre. Qu'est-ce qu'être français? C'est une question que semble se poser Monsieur le Premier ministre. Pour de très nombreuses personnes en situation de handicap, la liberté n'est pas au rendez-vous. C'est la question de l'accessibilité. L'égalité n'est pas au rendez-vous. 2 fois plus de personnes en situation de handicap sont sur le seuil de pauvreté ou un taux de chômage. La fraternité, il nous appartient de la construire ensemble. J'attends très rapidement un rendez-vous auprès de vous pour que nous puissions fixer la méthode et je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre chargée du commerce, de l'artisanat, des PME et de l'ESS. Mais quelle mouche vous a piqué, ou plutôt devrais-je dire, quelle mouche a piqué Bercy avec cette attaque brutale, injuste contre les micro-entreprises? Bercy a prévu une hausse de fiscalité très violente parce que baisser aussi drastiquement le seuil d'assujettissement à la TVA, ça revient tout simplement à augmenter les impôts. Mais augmenter les impôts pour qui?
Des gens qui gagnent très bien leur vie, qui roulent sur l'or? Non, pas du tout. Les auto-entrepreneurs, ce sont des personnes qui ont fait le choix de créer une micro-entreprise, qui travaillent seules et qui gagnent souvent difficilement leur vie. Sur nos territoires, nous en connaissons tous. Ce sont des artisans, des commerçants, des coiffeuses à domicile, des tailleurs de pierre, des auxiliaires de vie à domicile. Devant le tollé provoqué par cette mesure, je le rappelle, arrivée par amendement au Sénat, amendement du gouvernement voté en seconde délibération, vous avez annoncé la suspension du dispositif avec le lancement d'une concertation démarrée dès vendredi dernier avec l'intention d'aboutir au 1er mars. Madame la ministre, 3 questions. Pensez-vous raisonnable de mener une véritable concertation dans un délai aussi court? Comment Bercy a évalué les 400 millions d'euros censés rapporter cette mesure? Pouvons-nous avoir l'étude d'impact? Car vous l'aurez compris, je ne crois absolument pas à cette estimation. Et troisièmement, la concertation doit aussi se mener avec les parlementaires. Nous y sommes prêts. Quand démarrons-nous? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première questeur. La parole est à Madame Véronique Louwagie, ministre en charge du commerce, de l'artisanat et des PME. Et merci, Madame Chikirou, de laisser Madame la ministre répondre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Pires-Beaune, aucune mouche n'a piqué ce gouvernement. Je vais vous rappeler comment la mesure dont vous faites état a été introduite, puisque la mesure dont vous faites état concerne la franchise en base de TVA, introduite à l'article 10 du PLF, suite à une discussion établie le 1er décembre dernier au Sénat et introduite par le gouvernement précédent. Certes, aujourd'hui, le contexte d'adoption du budget n'a pas permis un échange satisfaisant et nécessaire. Pour autant, cette mesure a été régulièrement abordée ici et encore à l'automne dernier dans le cadre de l'examen du PLF 2025 suite à des amendements qui étaient porté et déposé par un certain nombre de députés ici dans l'hémicycle. Juste vous préciser, Madame la députée, que cette question qui concerne la franchise de TVA concerne toutes les entreprises, toutes les formes d'entreprises. C'est une question de seuil. Ce dispositif ne s'attaque pas du tout au régime des micro-entrepreneurs qui restent en l'état avec le dispositif fiscal particulier aux micro-entrepreneurs, le dispositif social particulier aux micro-entrepreneurs et également les formalités allégées. Le gouvernement est très attaché à l'entrepreneuriat et à faire en sorte de prélever ce dispositif. Pour autant, le ministre Éric Lombard a annoncé la suspension de cette mesure le temps d'une négociation. J'ai commencé vendredi dernier une réunion de concertation avec un certain nombre d'acteurs, organisations professionnelles, chambres consulaires, associations représentant les micro-entrepreneurs. J'ai demandé à mes services également une étude d'impact dont vous faites état par secteur d'activité. Je conduis des discussions bilatérales avec une quarantaine de rendez-vous d'ores et déjà pris. Et depuis hier, j'ai proposé d'associer les parlementaires en demandant à chaque groupe ici à l'Assemblée nationale de bien vouloir désigner un représentant. J'ai fait de même au Sénat. Nous sommes dans le dialogue. La méthode de ce gouvernement est le dialogue, vous l'avez compris. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la Première questeur. Merci Madame la Ministre. Cafouillage, il y a bien eu et les organisations que nous avons eues en audition pas plus tard que lundi en visioconférence nous ont bien confirmé qu'elles n'avaient absolument pas été concertées avant le PLF. Évidemment, elles ont été vues vendredi. Mais cafouillage, il y a eu. Et encore une fois, je suis persuadée que cette mesure ne renflouera pas les caisses de l'État. Et en plus, elle a mis beaucoup de défiance chez les auto-entrepreneurs. Monsieur le Premier ministre, la question de l'accès aux soins préoccupe de nombreux Français. Avec notamment les collègues de mon groupe, nous avons obtenu récemment 1 milliard d'euros supplémentaires pour nos hôpitaux. Nous avons obtenu également un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé. D'autres défis nous attendent. Je pense au scandale des stationnements payants dans les hôpitaux à Saint-Étienne, Le Mans, Brest, Bordeaux, Cambrai, Le Havre. La colère gronde. À Nancy notamment, le combat continue dans les ronds-points. Je tiens à saluer la présence de Morissette et Cathy, 2 gilets jaunes qui sont là. On peut les applaudir. Merci à vous. Merci à vous de vous battre pour cette jeune femme qui parcourt 200 km par jour. Elle rend visite à sa mère en soins palliatifs. Est-ce normal qu'elle paye 300 € par mois de parking? L'hôpital de demain mérite mieux
et l'État va y jouer un rôle déterminant. Je vous donne l'exemple du nouvel hôpital de Nancy. Il est situé sur le technopôle de Vendœuvre dont il est une locomotive. Les chiffres sont parlants. Classé dans le top 5 des hôpitaux en France, 785 millions d'euros d'investissement, dont 410 millions d'euros provenant de l'État pour sa rénovation. Une capacité de 1500 lits sera inchangée. 10 000 emplois sont prévus d'ici 2030. 40 millions d'euros prévus par l'État pour une nouvelle bretelle d'autoroute. Vous l'avez compris, les projets existent, les espoirs sont là, les attentes sont fortes. Monsieur le Premier ministre, dans ce contexte d'incertitude, quelles actions concrètes allez-vous mettre en œuvre pour satisfaire les attentes des hôpitaux, des territoires et des usagers? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Yannick Neuder, ministre en charge de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Monsieur le député Ablot, merci de votre question qui nous permet effectivement de voir comment ce gouvernement souhaite prendre soin de la santé des Français. Et je crois que vous avez dit un certain nombre de vérités, c'est-à-dire que ça passe déjà par un investissement important dans le CHU de Nancy comme beaucoup d'autres, avec une reprise de la dette, des travaux importants, 418 millions d'euros d'extension et de travaux, et les travaux se déroulent correctement puisque la phase de conception vient d'être passée et que les travaux vont pouvoir débuter en 2026. Par contre, effectivement, il y a 1 milliard de plus pour effectivement sincériser davantage l'Ondam, et nous étions relativement tous d'accord sur ces bancs, puisque, je le rappelle, la santé, au-delà des divergences politiques des uns et des autres, fait partie, et la principale priorité des Français, est un sujet sur lequel, transpartisan, nous pouvons avancer, puisque la santé n'a pas de couleur politique. Maintenant, dernier point, pour pouvoir améliorer les conditions d'offre de soins, il faut plus de soignants. Si actuellement, sur la crise de la grippe, les hôpitaux tiennent, c'est grâce à l'engagement des soignants. Donc nous avons soutenu cette proposition de loi ici dans cet hémicycle du député Garot et la proposition de loi du sénateur Jomier pour justement fixer un cap, redonner la confiance au personnel hospitalier avec des ratios de soignants pour retrouver cette quête de sens, car tout n'est pas que question d'argent, et nous allons mettre les moyens pour former plus, pour former mieux, davantage de soignants. Concernant la question du parking, je reverrai avec... Oui, mais c'est un tout. C'est un tout. On ne peut pas résumer la santé de la France au ticket du parking. Concernant le ticket du parking, je reverrai lors de la prochaine conférence des DG de CHU que dans certaines conditions, sur des maladies longues, il y ait une prise en charge de cette nécessité d'avoir les proches au chevet des patients, car ça fait partie de l'accompagnement et de l'humanité que nous devons remettre dans nos politiques publiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, simplement, je pense que les Français sont en attente qu'on dépasse un petit peu les clivages politiques et qu'on travaille pour eux, c'est important. Merci. Madame la ministre, hier, nous faisions le bilan de 20 ans de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Or, les 12 millions de personnes en situation de handicap et leurs proches nous font part de l'écart abyssal entre l'ambition affichée par la loi et sa mise en œuvre, ceci malgré de nombreux progrès. La Défenseure des droits indique que la première cause de sa saisine reste le handicap et l'accès aux droits afférents. Cet accès aux droits passe par un guichet unique créé par la loi de 2005, la Maison départementale des personnes handicapées, dite MDPH. Alors qu'elle place l'usager au cœur de leurs décisions, elles ne parviennent pas à gérer les flux croissants de demandes légitimes. Entre 2015 et 2022, plus 40% de demandes de prise en charge uniquement pour les enfants. Malgré la bonne volonté des personnels qui y travaillent, et que je salue ici, les MDPH, majoritairement, manquent de moyens humains pour traiter les dossiers dans des délais et conditions acceptables. Elles sont sous la tutelle de la présidence du conseil départemental. Or, les départements, premiers financeurs, sont exsangues et sans autonomie fiscale. Ils ne peuvent être les boucs émissaires des carences de l'État qui n'assurent pas la solidarité nationale et l'égalité territoriale. Pour autant, la politique du handicap doit rester une politique de proximité pour assurer au plus près les prestations individuelles de compensation. Outre la complexité des droits et prestations, le parcours du combattant de l'accès aux soins ajoute des frais à l'examen des dossiers. La reconnaissance médicale et le suivi sont autant d'obstacles à franchir. Quelles réformes structurelles envisagez-vous pour les MDPH qui ont fait la preuve de leur pertinence pour que ces MDPH puissent avoir les moyens de répondre avec humanité aux besoins légitimes des usagers? Quelles mesures pour permettre à tous les départements d'assurer le financement à la hauteur des compensations de droits?
Pour vous répondre, la parole est à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et de la Famille. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Madame la sénatrice Annick Le Héroux. Madame la sénatrice, vous avez à juste titre rendu hommage au travail qui est mené dans les départements par les maisons départementales, puisque tel est leur nom, les fameuses MDPH. Et je voudrais devant vous m'associer évidemment à l'hommage que vous avez rendu au personnel, mais également rappeler que chacun des départements détermine la stratégie qui est la sienne en matière d'accueil et d'accompagnement. C'est d'ailleurs un travail qui est tout à fait intéressant à remarquer et je voudrais souligner combien à l'intérieur de départements de France, les commissions échangent leur expérience. J'étais il y a quelques mois en Bretagne auprès de l'un des départements où je regardais la manière dont précisément le délai de traitement avait été considérablement amélioré puisque nous avions des délais de réponse qui étaient des délais de réponse qui ne dépassaient pas le mois. C'était un choix qui avait été fait par le président de ce département qui permettait effectivement d'avoir des réponses très concrètes. Vous appelez parallèlement à ça le gouvernement sur la situation budgétaire. Je voudrais rappeler que dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui est actuellement en discussion, il y a un effort extrêmement important puisque si je regarde le projet des 50 000 solutions, il avait été prévu 200 millions d'euros par an jusqu'en 2030. Nous avons décidé dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale de passer de 200 à 270 millions. Et d'autre part, dans le PLFSS, nous avons une augmentation du budget de 650 millions précisément pour le handicap. Vous me demandez quelles mesures. Ces mesures, nous aurons l'occasion d'en discuter puisque sous la présidence de Monsieur le Premier ministre, nous aurons un comité interministériel du handicap avec bien sûr Charlotte Parmentier-Lecocq, la ministre en charge, le 6 mars prochain. Merci Madame Le Héroux, vous avez quelques secondes. Attendez. Oui, merci Madame la Ministre. L'accessibilité universelle nécessite un sursaut de mobilisation générale dont l'impulsion et le financement relèvent de l'État également. Merci. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, permettez-moi d'abord avec l'ensemble de mes collègues de l'Essonne d'exprimer mon profond soutien à la famille de Louise. Ma question s'adresse à Madame la Ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Elisabeth Borne. Depuis le début de la semaine et la tenue du Salon pour l'action sur l'intelligence artificielle, des bourrasques d'annonces présidentielles soufflent dans les médias. Le président de la République souhaite que le navire France rattrape son retard en matière d'IA face aux États-Unis et à la Chine. Ainsi, les récentes annonces en rafale soulèvent de nombreuses questions. Je ne vous interrogerai pas sur les enjeux de souveraineté nationale concernant les 109 milliards d'euros d'investissement annoncés récemment. Je ne vous interrogerai pas non plus sur les enjeux démocratiques concernant les données et les recherches personnelles collectées sur des serveurs contrôlés par des grandes entreprises capitalistes. Beaucoup de questions sensibles ont été posées par mes collègues et un rapport remarquable a été rendu par l'Opecst, présenté par mes collègues Corinne Narassiguin et Patrick Chaize. En revanche, Madame la Ministre, je souhaite vous questionner quant au rôle majeur que jouera sur ce sujet le porte-avions Éducation nationale. Vous avez annoncé vouloir, d'ici fin mars, préciser une stratégie globale. Pourriez-vous d'ores et déjà nous préciser les axes ou les plans d'action que vous envisagez au lycée, au collège, voire à l'école primaire? Cela concerne bien sûr la maîtrise des usages et le contrôle des apports pédagogiques, mais aussi la compréhension quant au fonctionnement de l'IA elle-même et les risques éthiques induits. N'est-ce pas en fait l'occasion de doter les futures générations d'esprit critique et de culture scientifique dans un monde balayé par des tourbillons d'informations qui ressemblent souvent à des vents contraires? Pour vous répondre, la parole est à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Elisabeth Borne. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur David Ross. Alors vous l'avez évoqué, l'intelligence artificielle n'est pas une évolution à venir, mais c'est une révolution qui touche dès à présent l'ensemble des pans de notre société et notamment nos façons d'enseigner et d'apprendre. Et dès aujourd'hui, on sait que la quasi-totalité des lycéens et des étudiants utilisent l'intelligence artificielle, de même que de nombreux collégiens.
Et dans le même temps, seuls 20% de nos professeurs l'utilisent régulièrement dans leur pratique professionnelle. Donc c'est très important que l'on permette à chacun de se saisir de cette technologie en maîtrisant en effet à la fois tous ses atouts et en même temps en mesurant ses biais, ses risques et ses limites. Et c'est le sens des annonces que j'ai faites la semaine dernière. Nous allons en effet, dès la prochaine rentrée, proposer à tous les élèves du second degré d'avoir une première formation à l'intelligence artificielle, précisément pour à la fois maîtriser le prompting, c'est-à-dire la façon de dialoguer avec une intelligence artificielle, mais aussi pour mesurer précisément les biais qu'on peut avoir dans une intelligence artificielle, les limites de cette intelligence artificielle et pouvoir appréhender au mieux les atouts et les limites de cet outil. Et puis nous allons aussi proposer naturellement des formations aux enseignants, d'une part ces formations en ligne dont ils pourront également se saisir, mais aussi en intégrant ces formations dans l'offre de formation continue du ministère de l'Éducation nationale. Et puis enfin, nous allons avoir un partenariat d'innovation pour développer une IA souveraine, ouverte et évolutive pour appuyer les pratiques pédagogiques de nos enseignants. Donc vous voyez, nous nous saisissons pleinement de ce sujet pour en faire une opportunité pour tous et toutes. Et j'insiste sur ce point parce qu'on sait que les filles s'orientent moins vers ces filières. Donc c'est vraiment aussi un enjeu que nous devons prendre à bras-le-corps. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre pour votre réponse qui montre que nous devons encore redoubler d'efforts. Mais n'oublions pas, comme le disait Jean de La Fontaine, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Alors Madame la Ministre, redoublons d'efforts mais soyons vigilants en impulsant un souffle nouveau dans le ciel de l'IA, un vent qui se faufilerait, si j'ose dire, à pas de chat, tel un Mistral gagnant. Merci Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux, je remarque que le ministère de la Justice possède au fond une curiosité anatomique, comme le songeait l'Allemand Kurt Tucholsky dans les années 1930. Il s'avère ainsi qu'il écrit de la main gauche par la voie des tribunaux, mais qu'il agit de la main droite par la bouche du ministre. En effet, Monsieur le Ministre, depuis 2 semaines, et maintenant de manière récurrente, plusieurs médias aux propos assimilés à ceux de l'extrême droite ont menacé et menacent encore des membres du monde judiciaire, soit à l'issue d'une enquête encore en cours, soit dans l'optique de jeter en pâture, je cite, les coupables de l'invasion migratoire. Parmi ces personnes visées, nommées, dont le visage fut diffusé, des avocats, mais aussi des magistrats et même des tribunaux entiers, comme le tribunal administratif de Melun, tel que relaté ce matin. Tous ont fait l'objet de commentaires des plus haineux, des plus abjects que je me dois de vous citer. Elles méritent une balle de 9 mm dans la tête. Il faut les trouver, tirer à vue et flamber leur nid douillet. Alors, Monsieur le Ministre, il ne s'agit plus de se dissimuler derrière la dissolution de 3 groupuscules d'extrême droite, pensant que l'affaire est ainsi entièrement résolue. La bête immonde demeure tapie dans l'ombre et menace la stabilité de nos institutions. Monsieur le Ministre, je vous le demande, que comptez-vous faire pour protéger nos tribunaux et ceux qui, chaque jour, contribuent au bon fonctionnement de notre justice? Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de la Justice, M. Gérald Darmanin. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, on partage tout à fait, me semble-t-il, le constat que vous évoquez. Et j'ai moi-même, à plusieurs reprises, vous l'aurez remarqué, puisque vous êtes sans doute un sénateur averti des propos du garde des Sceaux, le soutien absolu que j'ai apporté aux magistrats de Marseille, puisqu'il faut aussi compter les magistrats qui sont sous protection policière parce qu'ils sont menacés par les narcotrafiquants. Et je pense que ce que nous avons fait ensemble avec le groupe socialiste montre que nous les protégeons. Les agents pénitentiaires qui sont privés de leur liberté et ceux d'embrasser leurs enfants parce qu'ils sont aussi soumis à des menaces récurrentes de narcotrafiquants, de terroristes islamistes, vous n'avez pas utilisé le mot, mais aussi des autres personnes qui veulent enfreindre, bien évidemment, ce qui est le plus riche pour nous, c'est l'indépendance de la justice et la liberté des avocats et la protection de ces agents. Et je l'ai fait encore très récemment, s'agissant d'avocats qui défendent le droit des étrangers, dans une revue d'extrême droite. J'ai publiquement, en écrivant à la présidente du Conseil national des barreaux, apporté mon soutien et j'ai écrit à tous ces avocats. Ne confondons jamais l'avocat et son client. Les magistrats,
les avocats, les greffiers, les agents pénitentiaires, mais aussi les policiers, les gendarmes, tous ceux qui contribuent à l'autorité de l'État doivent être intégralement protégés. C'est pour cela que non seulement je les ai soutenus publiquement, qu'auprès du ministère de l'Intérieur et des préfets, nous avons fait en sorte qu'ils soient protégés, y compris, sans rentrer dans le détail ici, vous le comprendrez, physiquement par les policiers et par les gendarmes. C'est pour cela que nous les soutenons aussi psychologiquement et que nous sommes évidemment là pour protéger les palais de justice, les offices des juges et les lieux où les avocats plaident, et c'est bien légitime. Donc je pense que notre question, celle de la protection de la chaîne pénale et de son indépendance et de sa liberté, est une question républicaine. Elle ne donne aucune espèce de séparation. Et dans le récent procès qui a touché l'extrême droite, j'ai apporté également publiquement, en écrivant personnellement à ces magistrats, tout mon soutien et le fait qu'ils seraient évidemment aussi protégés par les forces de l'ordre dans la République. Monsieur Weber. Monsieur le ministre, j'entends vos propos, mais je constate que le gouvernement contribue à cette ambiance. Le Premier ministre reprend à son compte le mythe de submersion migratoire, pourtant démenti par les chiffres de l'INSEE. Le ministre de l'Intérieur remet en cause le droit du sol et s'en prend ouvertement à l'état de droit. Enfin, cette frénésie législative sur l'immigration joue sur les peurs au détriment des droits indivisibles des personnes, de la réalité des mouvements migratoires et du respect de l'état de droit qui garantit à tous dignité, justice et égalité. La France a besoin de se rassembler. Votre gouvernement la divise. Merci.